Effectivement, donc le contexte de la mission, donc c'est une mission qui a été inscrite dans notre programme partenarial en 2022, qui a été donc votée lors de notre assemblée générale. Et c'est une mission qui émane donc d'une proposition des services de l'État. Donc le point de départ, c'était de dire que les outils fiscaux, que la fiscalité représentait une part très importante, certainement des recettes des collectivités. Et donc, à partir de là, il y avait un enjeu à identifier justement cette fiscalité au sein des collectivités et surtout essayer de voir dans quelle mesure la fiscalité pouvait constituer un levier en termes de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, à partir de là, on a appréhendé donc, cette problématique à partir de deux grands questionnements. Le premier, c'était donc de savoir dans quelle mesure la fiscalité impactait. Mais donc, impactait qui? Parce qu'en fait, on a une multitude donc d'outils fiscaux. Certains impactent directement les entreprises, d'autres les habitants, d'autres les investisseurs, d'autres la collectivité. Donc, le premier questionnement consistait à identifier ces outils fiscaux. Le second concernait davantage à s'intéresser aux leviers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié donc des outils fiscaux qui sont mis à disposition des collectivités, l'idée c'était de voir dans quelle mesure les collectivités peuvent orienter à la fois la planification et l'aménagement. Donc, en termes de méthodologie, on a constitué un panorama des outils de fiscalité. Donc, dans un premier temps, on a identifié les différents outils fiscaux sur lesquels les collectivités pouvaient du coup avoir un impact en matière d'urbanisme, en matière d'attractivité des territoires. Et donc, pour chacun de ces outils, on les a déclinés en essayant d'identifier leur champ d'application, leur périmètre d'institution, qui percevait évidemment les taxes, tous les dispositifs d'exonération, ainsi que les modes de calcul, les taux, les abattements. On ne va pas rentrer dans ce détail dans le cadre de cette présentation, mais sachez que c'est des éléments dont on dispose. Et pour terminer, nous avons essayé de voir dans quelle mesure ces outils se traduisaient ou pas dans le contexte ligérien. Donc pour cela, on est allé voir des acteurs en fait du territoire et on les a interrogés sur la base donc du panorama des outils fiscaux et on a essayé de voir dans quelle mesure ils utilisaient cette fiscalité et si pour eux, ces outils fiscaux avaient un levier ou pas, du coup, sur les politiques qu'ils conduisent. Donc, concernant les dispositifs identifiés, évidemment, comme l'a expliqué Angélique, on se retrouvait face à une multitude d'outils. Donc, on a fait le choix de conserver uniquement les dispositifs pérennes et d'éliminer parfois des dispositions qui vont s'appliquer que pendant quelques années, et également les dispositifs qui ont une déclinaison locale. Nous avons ensuite, en fait, réparti ces dispositifs en différentes familles. Donc, les dispositifs qui concernent des outils liés à l'aménagement, ceux qui sont plutôt liés à la qualité urbaine, le patrimoine, la protection des milieux, et puis ceux qui vont concerner plutôt le champ des activités économiques des entreprises et l'habitat et les ménages. Donc, concernant les dispositifs, nous avons en fait réalisé des fiches plus détaillées sur ceux qui apparaissent en gras sur la diapositive. Donc, en matière de dispositifs concernant l'aménagement, on a évidemment travaillé sur la taxe d'aménagement, qui est une taxe payée par le bénéficiaire d'une autorisation de construire et qui est forfaitaire et proportionnelle à la surface construite. Donc, la collectivité peut faire varier le taux dans une certaine limite et le produit de cette taxe alimente le budget général. Il existe une possibilité de majorer cette taxe dans le cas où on choisit de l'appliquer à un secteur particulier où il y aurait des besoins d'équipements spécifiques. Donc, cette majoration est optionnelle. Nous avons ensuite tout le champ des participations, participation en ZAC, participation pour équipement public exceptionnel, projet urbain partenarial. Donc, ceux-ci, ce ne sont pas des taxes, ce sont des dispositifs un peu différents qui sont des modes de financement d'équipements publics sur des secteurs particuliers.
Un autre outil consiste en la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En fait, il s'agit d'augmenter la valeur locative de terrains qui sont à la fois nus et constructibles pour inciter le propriétaire soit à réaliser une construction, soit à se défaire de ce bien. Nous n'avons pas exploré de façon détaillée la taxe spéciale d'équipement, la taxe sur les terrains devenus constructibles, mais on y reviendra dans la dernière partie du webinaire. Concernant les outils fiscaux qui vont plutôt porter sur les questions de qualité urbaine, de patrimoine, nous avons exploré en fait que la taxe d'aménagement comporte une part départementale qui est perçue donc par les départements, mais que le département, lui, doit affecter à des politiques spécifiques qui sont soit les dépenses des conseils d'architecture, urbanisme et d'environnement, soit la politique des espaces naturels sensibles, soit l'acquisition, l'aménagement ou l'entretien d'espaces naturels ou d'espaces à renaturer. Nous n'avons pas exploré de façon spécifique la taxe GEMAPI, la fiscalité Malraux et la redevance d'archéologie préventive. Donc, concernant maintenant les dispositifs fiscaux qui traitent de l'attractivité économique. Donc, on a commencé donc par traiter de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, en termes de développement urbain, cette taxe permet de financer les infrastructures de type voirie ou réseau, ainsi que les services publics qui sont communaux ou intercommunaux. On a ensuite exploré la cotisation foncière des entreprises ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée. À savoir que ces deux taxes, en fait, constituent à elles deux donc la contribution économique territoriale. Donc, ce sont des dispositifs qui sont dus par les entreprises et par les travailleurs indépendants. Ils permettent d'accompagner la revitalisation territoriale au moyen d'exonérations facultatives relevant des politiques d'aménagement. Ensuite, nous avons traité de la taxe sur les surfaces commerciales. Elle concerne les commerces qui exploitent une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe à partir de 460 000 €. Nous avons appréhendé la taxe sur les friches économiques et commerciales. Elle a pour objectif d'inciter les propriétaires à exploiter ou à louer leurs biens dans le cadre de la stratégie de développement économique des territoires pour lutter contre la vacance. On a également identifié l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc, elle concerne les entreprises qui exercent leur activité dans le secteur de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Merci. J'ai juste Enfin, une en question matière et à économique, chaque fois, je sais on a jamais. retenu le versement mobilité, Dans qui est une contribution locale des employeurs l'entretien recouvrée par individuel, l'URSSAF j'ai toujours afin de ce financer les problème. transports en commun dans les La date régions, qu'on prend en les compte pour la départements et les nomination, c'est communes. quand tu es stagiaire ou quand tu es titulaire? Il y a quelqu'un qui parle en parallèle. Enfin, en termes d'habitat, on a sujet. regardé les dispositifs, surtout au sens de revitalisation et réhabilitation du parc de logement et également de la diversification du parc. On s'est intéressé essentiellement à la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui est en fait une taxe qui est instaurée par la collectivité sur les logements vacants depuis plus de 2 ans. Et ce qui est différent de la taxe logement vacant qui, elle, s'adresse aux territoires tendus définis par l'État. Donc la Loire n'est pas concernée par la taxe logement vacant. On a également regardé le dispositif de Normandie. Donc là, c'est un dispositif national, mais il permet une réduction d'impôt sur le revenu des propriétaires pour celui qui achète et qui réalise des travaux pour louer. On l'a regardé, même si c'est un dispositif national, parce que quelques communes de la Loire sont concernées par ce dispositif. Sur les autres dispositifs, donc on n'a pas regardé particulièrement, c'est tout ce qui est taxe foncière bâtie et non bâtie, l'abattement sur la taxe foncière des propriétés bâties et l'exonération sur les taxes foncières des propriétés bâties. Sur chacun de ces dispositifs, donc on vous a cité qui sont notés en gras, on a réalisé une fiche avec l'objectif, les conditions, les effets, le champ d'application, le périmètre d'institution, les exonérations possibles, le mode de calcul de la taxe, les abattements, etc. Donc ça, vous pourrez les retrouver sur le diaporama qui avait été réalisé pour cette mission.
Donc, pour compléter ce diaporama, donc ce panorama des différents outils fiscaux, nous avons procédé à quelques entretiens auprès d'acteurs locaux. L'idée, c'était bien de confronter finalement les outils existants à leur utilisation concrète au sein des territoires, de manière à pouvoir évaluer dans quelle mesure les collectivités se servent de ces outils comme effet levier pour conduire leur politique en fait publique en matière donc d'aménagement et d'urbanisme. Donc, pour cela, on a conduit des entretiens auprès de 3 EPCI, de 3 communes nigériennes, et puis également auprès donc, de l'agence d'urbanisme de Rennes, l'ODIAR, qui est une agence d'urbanisme référente en matière de fiscalité. Donc, on va vous faire une synthèse voilà, assez rapide donc, des entretiens. Donc, concernant la taxe d'aménagement, donc, elle est évidemment utilisée donc, par les collectivités et vraiment considérée donc, comme un outil pertinent en matière d'urbanisme. En revanche, ce qui ressort, c'est que c'est une fiscalité qui rapporte assez peu au regard de la totalité des recettes fiscales. Le développement économique, quant à lui, concerne une part plutôt très importante des recettes fiscales une fois qu'on cumule toutes les taxes relevant du développement économique. Et donc, on a pu constater que ça constitue vraiment pour les collectivités une fiscalité très importante. En revanche, si elle constitue donc une fiscalité importante puisque des recettes fiscales significatives, on s'aperçoit par contre qu'il n'y a pas vraiment d'effet levier en matière d'attractivité du territoire. C'est-à-dire que côté entreprise, par exemple, ce n'est pas la fiscalité qui va être à l'origine de leur choix de localisation. Les motifs seront complètement voilà, autres et a priori indépendants de la fiscalité. Les outils optionnels, à l'image donc des taxes sur les friches commerciales ou de la taxe d'habitation sur les logements vacants, on s'aperçoit qu'ils sont assez peu utilisés par les collectivités. Alors peut-être qu'elles les connaissent pas non plus toutes, mais en tout cas, voilà, les outils optionnels, globalement, ne sont pas utilisés. De la même manière, toutes les exonérations qui sont possibles en matière de taxes nationales et notamment sur les taxes qui sont en lien sur l'économie pour agir justement sur l'attractivité des entreprises, bah, là, on s'aperçoit que leur utilisation, elle est très disparate selon les territoires. Voilà, il y a des collectivités qui les connaissent et du coup qui les utilisent, et il y en a d'autres qui les utilisent peu. On voulait aussi vous faire un petit retour de ce que fait l'agence d'urbanisme de Rennes, parce que ça nous semblait intéressant, son travail sur la fiscalité. L'agence de Rennes a mis en place un observatoire des finances locales, donc sur l'ensemble des communes de Rennes Métropole, ce qui, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, en se basant sur plusieurs sources, sur la Direction générale des collectivités locales, sur la DGFiP locale et sur les fichiers aux contribuables, ce qui leur permet de monter tout cet observatoire. Et à partir de là, ils ont différentes applications. Ça peut être il y a eu une alimentation, des réflexions sur le pacte financier. Ils ont également eu des analyses sur les zones d'activité économique en regardant les recettes fiscales sur ces zones-là, parfois par exemple par secteur d'activité, et regarder sur ces zones d'activité quelle était la part des recettes fiscales. Ils ont aussi utilisé cette application de l'observatoire pour faire de la pédagogie auprès des communes, notamment lorsqu'il y avait des débats pour des prises de compétences communautaires. Et enfin, ils ont aussi un volet prospectif en faisant des simulations de recettes fiscales qui peuvent être attendues sur les années suivantes. Concernant les enjeux sur la fiscalité locale et l'aménagement du territoire,
pour faire une synthèse des travaux menés. Donc, au niveau de la fiscalité de l'urbanisme, donc si on regarde l'outil principal qui est la taxe d'aménagement, donc c'est une fiscalité qui est pertinente. Par contre, le sujet peut-être du moment, c'est en lien avec la montée en puissance des compétences communautaires, des EPCI se questionnent sur le fait de pouvoir récupérer au moins une partie de cette taxe d'aménagement, qu'il y ait une sorte de répartition entre l'échelon communal et l'échelon communautaire. Cette recette reste toutefois limitée dans le budget des collectivités et c'est une recette de flux. Elle va dépendre du nombre, enfin, du dépôt de permis de construire. Donc, c'est une recette fluctuante. Et enfin, comme cela a déjà été dit, la taxe d'aménagement majorée est peu utilisée sans qu'on ait pu explorer exactement les raisons. Donc, autre enjeu que l'on a identifié, c'est la part donc, significative des recettes des collectivités qui provient du développement économique. À noter que la cotisation foncière des entreprises représente à elle seule près de 30% des recettes fiscales d'une intercommunalité. Donc, c'est quand même assez considérable. Donc, premier constat, donc des recettes qui sont aujourd'hui perçues à l'échelle des intercommunalités, puisque la compétence maintenant du développement économique est attribuée aux intercommunalités. Donc, ça signifie aussi que il y a tout un processus de compensation qui est mis en place entre les communes, puisque initialement, ben, les taxes étaient basées sur ce que touchait en fait chaque commune. Donc voilà, il y a un dispositif de compensation qui est mis en place. Autre constat, donc les territoires industriels, ce sont ceux qui génèrent le plus de recettes. Pourquoi? Puisque la CVAE notamment, elle touche donc les entreprises déjà donc qui sont les plus grosses, où les chiffres d'affaires sont les plus conséquents. Et puis la CFE, elle s'appuie sur le foncier en fait, qui est du coup concerné par l'emprise au sol en fait de l'entreprise. Donc on constate au gré des entretiens que les territoires du coup qui ont le plus d'industrie et donc qui occupent le plus grand espace foncier sont ceux qui génèrent le plus de recettes. Autre élément, c'est l'utilisation donc d'exonération qui s'avère vraiment pertinente pour les collectivités. Et donc, quand elles l'utilisent, en fait, elles l'utilisent pour essayer donc de soutenir soit la création d'entreprises, soit certains corps de métier. Donc, par exemple, ça peut être dans des territoires ruraux, faire en sorte d'exonérer les soignants de manière à ce que voilà, tout ce qui est indépendant, infirmière libérale, kiné, etc., de manière à faire en sorte de les inciter à s'implanter sur leur territoire. Enfin, quelque chose qu'on a déjà dit précédemment, on s'aperçoit que si cette fiscalité, elle rapporte donc des recettes fiscales très importantes pour les collectivités, pour autant, elles ne sont pas considérées donc comme un facteur d'attractivité économique, voilà, pour les entreprises. Concernant les taxes sur les locaux vacants ou sur les friches, on se rend compte que l'utilisation est très mitigée de ces taxes-là. Donc là, on parle essentiellement de la taxe d'habitation sur les logements vacants et la taxe sur les friches commerciales. On se rend compte qu'effectivement, il y a quelques communes ou quelques collectivités qui ont mis en place une ou deux de ces taxes, mais c'est très, très hétérogène selon les communes. La taxe d'habitation sur les locaux vacants, pour des communes qui ne sont pas très importantes en taille, les retours que l'on a, c'est que ça ne rapporte pas forcément un produit important en termes de fiscalité. En revanche, certaines communes nous ont dit que ça avait le mérite d'identifier le statut exact de ces locaux, s'ils étaient réellement vacants ou pas, certains propriétaires venant expliquer qu'effectivement, leur local, finalement, il avait été réutilisé, etc. Donc, ça avait permis au moins de remettre à plat les données.
Et on a eu d'autres réflexions aussi, toujours sur cette taxe, en se demandant si cette taxe ne fonctionnerait pas mieux sur un marché un peu plus tendu. Dans ces cas-là, est-ce que du coup, si c'est intéressant pour la Loire ou non d'avoir cette taxe d'habitation sur les logements vacants? Il y a un petit cas quand même particulier pour la ville de Saint-Étienne, qui est fortement touchée par la vacance des logements. On se rend compte que finalement, le produit de cette taxe, lui, n'est pas négligeable, hein, et c'est entre 2500 et 3500 logements qui en fait sont assujettis à cette taxe. On s'est posé comme question s'il n'y aurait pas une réflexion à mener sur la taxe foncière. Alors, quand on avait posé cette question, on n'avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui dans la presse, les articles sur la taxe foncière qui augmentent, enfin les taux qui augmentent dans certaines communes. Et effectivement, avec la disparition de la taxe d'habitation, on se rend compte que la taxe foncière, ça devient une recette principale importante pour les communes ou les EPCI qui l'aperçoivent. Et par contre, pour le ménage propriétaire, ça devient aussi une taxe qui devient très prégnante dans son budget. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on regarde beaucoup les taux qui sont très disparates, hein, mais en fait, il faut toujours regarder par rapport à la valeur pour avoir réellement le coût de la taxe foncière. Mais ce qui semble, a priori pour le moment, c'est que les taux finalement sont plus élevés dans les communes urbaines que dans les communes plus rurales. La question qui sera aujourd'hui à se poser, c'est est-ce que la taxe foncière va devenir un moyen d'attirer ou de moins attirer des ménages qui voudraient être propriétaires? Ce qu'on s'est également rendu compte au cours de nos entretiens, c'est qu'il y avait très peu de coordination entre tout ce qui était fiscalité et urbanisme. Bon, un premier point, c'est que d'abord, il y a déjà quand même des données qui sont collectées par les EPCI ou collectivités et actualisées en général assez régulièrement, mais souvent, les personnes qui s'occupent de la fiscalité manquent de temps pour pouvoir les analyser et les partager pour pouvoir aller plus loin. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même un fort cloisonnement entre services financiers et services urbanisme dans les collectivités. Et chacun, en fait, a sa logique et ces logiques sont assez peu partagées, d'où finalement, des fois, peu de réflexion d'un outil fiscal au service de l'urbanisme. Globalement, on se rend compte aussi qu'il y a un manque de connaissance des outils fiscaux de la part de pas mal de personnes, notamment ceux qui ne sont pas spécifiquement sur la fiscalité. Et puis l'autre interrogation donc, que l'on avait, est-ce qu'il y aurait intérêt à mettre en place des observatoires de la fiscalité dans les EPCI, dans notre territoire? Pour cette dernière partie, on vous propose de vous porter à votre connaissance une étude qui a été menée par le Conseil des prélèvements obligatoires. Donc, cette institution est placée auprès de la Cour des comptes. Elle est indépendante et elle formule en fait des recommandations sur tout ce qui concerne les prélèvements obligatoires et l'évolution et l'impact de nouveaux prélèvements. Donc, en juin 2022, le président de la Commission des finances du Sénat a demandé au CPO, Conseil des prélèvements obligatoires, d'apporter un éclairage sur la question de la fiscalité locale dans l'objectif zéro artificialisation nette. Cette étude a été menée, a produit une dizaine de recommandations qu'on va vous exposer de façon succincte. Peut-être préciser qu'au début de l'étude, il est indiqué qu'en fait, la fiscalité, elle joue un rôle marginal dans le choix des acteurs économiques. Ça a été déjà dit par Angélique, ce n'est pas parce qu'il y a une fiscalité qu'on va aller vers plus d'artificialisation, au contraire que la fiscalité va favoriser la désartificialisation. Mais par contre, le questionnement du CPO, c'était bien de voir si la fiscalité pouvait aider à tendre vers le ZAN si on aménageait cette fiscalité. Donc, les recommandations portent sur différents horizons, en fait. Le premier point, c'est peut-être de remarquer qu'il y a des dispositifs existants
qui pourraient être peut-être facilement réaménagés pour favoriser la mise en œuvre du zéro artificialisation nette. Donc, c'est les dispositifs qui vont concerner les logements vacants et les résidences secondaires. En fait, deux mécanismes existent qui concernent la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la taxe logement vacant, donc la taxe nationale dont Catherine a parlé tout à l'heure. Donc, ces taxes concernent les secteurs qui sont plutôt des secteurs tendus, mais s'appliquent dans des zones de plus de 50 000 habitants. Donc, la recommandation, c'est peut-être de faire lever ce critère qui est assez restrictif, puisque des communes de plus petite taille peuvent être confrontées à une augmentation des résidences secondaires qui fait qu'il y a du coup moins de marge de manœuvre pour le logement des résidents principaux. Et puis, concernant également la taxe logement vacant nationale. La deuxième recommandation, c'est de peut-être d'aller vers une fusion des deux taxes sur les logements vacants et de carrément la transformer en un impôt local, qu'elle soit affectée au bloc local, sachant que la taxe nationale actuellement sert à financer l'ANA. Donc la proposition du CPO, c'est de dire qu'on flécherait ces deux taxes vers le bloc local, mais tout en trouvant un mode de financement concernant l'ANA. Une autre recommandation un petit peu à court terme qui peut sembler un petit peu anecdotique, mais qui a quand même du sens, ça serait d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées municipales ou communautaires un débat sur l'utilisation des outils fiscaux, puisque ces collectivités vont devoir conduire un rapport triennal sur l'artificialisation des sols. L'idée, c'est qu'en même temps, elles puissent discuter du recours ou non à des instruments fiscaux. L'idée du CPO, c'est de dire, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal d'outils qui existent, mais qui ne sont pas forcément activés. Donc, le principe, c'est de pousser les collectivités à activer le maximum de leviers, même s'ils peuvent paraître un peu complémentaires et marginaux par rapport à l'ensemble des finances locales. Donc, les autres recommandations concernent justement des recommandations un petit peu plus structurelles. Ça serait de mener une réflexion sur tout ce qui est exonération et abattement, notamment pour la taxe d'habitation, pour la taxe d'aménagement, pardon, et la taxe sur le foncier, en disant qu'il faut peut-être revisiter ces exonérations et ces abattements pour favoriser les opérations de recyclage urbain qui ne sont pas artificialisantes par rapport à des opérations qui sont artificialisantes. Donc, ce principe a déjà été un petit peu mis en place dans le projet de loi de finances 2023 en, par exemple, augmentant les valeurs forfaitaires pour les aires de stationnement. Le deuxième point un petit peu plus structurel, c'est de constater qu'avec le zéro artificialisation nette, on va avoir un effet de rareté foncière qui va sans doute se traduire par un renchérissement pour les acquéreurs et les propriétaires qui vont vendre ces terrains vont capter une partie de la rente. Du coup, le CPO propose de dire qu'il faudrait pouvoir capter par la fiscalité une partie de ces plus-values sur la cession de terrains nus constructibles. Donc, deux taxes existent déjà, une nationale et une locale, qui est actuellement assez peu utilisée et qui comporte en plus une clause d'exclusion pour des terrains constructibles depuis plus de 18 ans. Donc, le CPO propose de revisiter un petit peu ces deux taxes, peut-être de les fusionner, de développer leur usage et de faciliter leur couverture en supprimant la clause de 18 ans. Enfin, le CPO a fait des propositions qui sont plus à long terme, qui sont plus systémiques, en remarquant en fait qu'il est actuellement un peu difficile de cerner les effets de la réforme ZAN sur la fiscalité et que ces effets, ils ne vont pas forcément être vers une stagnation ou un amoindrissement des recettes, en constatant que, par exemple, peut-être que les recettes de stock, comme la taxe foncière et la contribution financière des entreprises, peut continuer dans une dynamique positive par le biais de la densification. Et que pour les recettes de flux, donc la taxe d'aménagement et les droits de mutation des terrains, les droits de mutation à titre onéreux, peut-être qu'il va y avoir des effets de compensation avec moins de droits,
mais des mutations avec des montants plus élevés. Donc, de ce fait, les pistes ont porté sur des choses un petit peu à plus long terme, qui seraient dans l'ordre, peut-être d'étendre la couverture géographique des établissements publics fonciers sur le territoire national. Donc ça, on l'a évoqué rapidement en entrée. Les établissements fonciers sont financés via la taxe spéciale d'équipement, donc l'outil existe. Donc peut-être qu'il faut étendre cette couverture pour tous les territoires, puisque l'ensemble du territoire national n'est pas encore couvert. Le deuxième point, ça peut être, alors là, dans une perspective beaucoup plus globale de réflexion sur l'ensemble des financements des collectivités locales, qui est un sujet dont le rapport du CPO dit que c'est un sujet majeur puisque ce financement, ce système est un petit peu à bout de souffle. On pourrait envisager d'affecter complètement les droits de mutation à titre onéreux aux communes et voir d'autres financements pour les départements et de faire varier peut-être ces droits selon le caractère artificialisant des opérations. Ça, c'est une réforme très systémique. Et enfin, peut-être de travailler sur un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d'aménagement selon que les opérations sont artificialisantes ou portent sur plutôt de la dépollution. On peut également terminer en évoquant le fait que le CPO dit qu'il va falloir sans doute envisager plus de mécanismes de péréquation et de solidarité à la fois horizontale et verticale entre les collectivités, en direction des collectivités, puisque le ZAN n'aura pas les mêmes effets partout. Et il est notamment cité une dotation qui a été créée en 2019 et qui s'adresse à des communes au cœur des parcs nationaux ou concernées par les zones Natura 2000 et qui perçoivent une péréquation pour le fait qu'elles protègent la biodiversité et qu'elles valorisent les aménités rurales. Voilà un petit peu un panorama un peu général des réflexions qui sont à l'étude à l'échelle nationale dans la perspective de la mise en œuvre du ZAN. Donc, nous en avons terminé pour cette présentation. Donc, nous vous rappelons que le document est disponible auprès du service documentation d'EPUR.